Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À Portée de Clic, le podcast d'Ouest France Shopping et Vie Pratique qui explore les tendances de consommation qui rythment notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité que vous lisez peut-être déjà si vous suivez l'actualité de la télé et du streaming. Il s'agit de Jérôme Roulet, éditeur de Toute la Télé, un site partenaire de Ouest France en sous-domaine. Toute la Télé, c'est un média de référence pour comprendre les audiences, les programmations et les grands phénomènes du paysage audiovisuel. Et bonjour Jérôme, déjà, merci d'être avec nous pour ce format d'interview avec lequel on inaugure ce format-là. Bonjour Alissa, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous dire en quelques mots ce que vous faites sur Toute la Télé et votre travail au quotidien? Alors pour le coup, Toute la Télé, c'est un site internet sur l'actualité de la télévision à 100% pour le coup, hein. C'est un fil d'information continu sur l'actualité de la télévision, on ne parle que de ça. Il a été créé en 1998, je l'ai créé à la sortie de mes études en fait, à la fin de mes études de journalisme et de communication parce que je suis passionné de télévision depuis que je suis tout petit. Ah, génial. Tous les jours, on parle, de la télévision, on va interviewer les personnalités qui font ou qui présentent à la télévision, les scénaristes, des producteurs. C'est destiné un site tourné vers le grand public avant tout, c'est pas un site fait pour les professionnels. Donc c'est vraiment, un fil d'information en continu pour tout savoir sur les programmes télé, pour tout savoir sur les animateurs et effectivement, vous l'avez bien dit, c'est pour tout savoir sur les audiences télé. Parce qu'à la base, ce site, je l'ai créé, par rapport à ma passion des audiences télé. Je suis tellement curieux de savoir combien a fait le film hier soir sur TF1, combien a fait le journal de 20 heures de Léa Salamé, hier, sur France 2. Voilà, c'est tout ça qui m'a animé et qui anime aussi, Toute la Télé à travers le pilier audience télé. Et ça cartonne puisque, voilà, votre site, Toute la Télé, effectivement, fait de très belles audiences, des millions de visites tous les mois, autour des incontournables, du petit écran. Si on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode très spécial, de Noël, c'est pour parler d'un sujet qui, effectivement, est très fédérateur de spectateurs, et de téléspectateurs en général. Je parle donc des films de Noël. Il faut dire effectivement qu'en 2025, ce phénomène-là, hein, des films de Noël et des programmes de fin d'année est loin d'être désuet. Chaque année, ce sont des formats qui viennent envahir les plateformes de streaming, les chaînes télé et les plateformes de replay. Et on les voit également beaucoup sur les réseaux sociaux en ce mois de décembre. Pour remettre un peu d'historique et de contexte, effectivement, c'est la chaîne Hallmark, hein, aux États-Unis qui est un des plus grands producteurs de téléfilms de Noël, où il y a eu plus de 300 films diffusés depuis 2009 et près de 40 nouveaux films qui sont produits et diffusés chaque année. Et donc longtemps, ça a été considéré effectivement comme un genre confort, presque nostalgique. Aujourd'hui, c'est également un vrai marqueur culturel, hein, le format film de Noël ou téléfilm de Noël. On est dans une routine un peu hivernale qui vient nous rassurer ou créer comme un petit rituel familial et un vrai rendez-vous aussi pour les diffuseurs. Et effectivement, quand on observe un petit peu les chiffres d'audience, de rediffusion ou de diffusion en ligne, on constate que la magie est continue d'opérer et même de s'intensifier, si je puis dire. Vous, Jérôme, en tant que spécialiste du secteur, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer justement sur les analyses que vous en faites et qu'est-ce qui explique en fait le retour en force des téléfilms de Noël chaque hiver? Voilà, vous faites bien de parler de téléfilms de Noël parce que vous avez les téléfilms de Noël qui sont produits pour la télévision, c'est ce qu'on appelle un téléfilm, synonyme de fiction de Noël aussi. Et vous avez d'un autre côté les films de Noël. Un film de Noël, c'est produit avant tout pour le cinéma, pour une plateforme de manière exclusive. Par exemple, Netflix peut produire un film de Noël qu'elle Mmh. va diffuser, que la plateforme va diffuser uniquement sur Netflix. Là, je vais parler uniquement des téléfilms de Noël. Les téléfilms de Noël, ils sont, comme vous l'avez bien souligné, majoritairement et même essentiellement à 99,99% importés des États-Unis ou du Canada par des chaînes comme Hallmark Mmh. ou Lifetime. Et au niveau des audiences, que c'était votre question, chez nous, ça fonctionne. Ça fonctionne bien puisque vous avez TF1 qui diffuse des téléfilms de Noël tous les jours, 2 téléfilms entre 14h30 et 17h30, c'est-à-dire 3 heures d'antenne consacrées à 2 téléfilms de Noël. Le matin, sur la chaîne TMC qui appartient aussi au groupe TF1, vous en avez 3 ou 4. Et puis
tout le monde s'y met en France, tout le monde s'y met. Mais pourtant, il faut savoir que les téléfilms de Noël, c'est M6, la chaîne M6 qui les a apportés, il y a une vingtaine d'années quand Mmh. même déjà, hein. Mais aujourd'hui, M6 n'en diffuse plus. On pourra en parler tout à l'heure pourquoi, Ouais. et comment, mais c'est TF1 qui a pris le lead là-dessus. Et au niveau des audiences, ça fonctionne. Après, il faut relativiser tout ça, hein. Ouais. Si par exemple on prend, les derniers jours, vous avez moins d'1 million de téléspectateurs qui regardent les téléfilms de Noël l'après-midi sur TF1. Alors, c'est joli, mais c'est pas on est 68 millions en France. Certes, l'après-midi, les gens travaillent, donc il y a pas 68 millions de personnes disponibles pour regarder les téléfilms de Noël. Mais surtout, ce qui est essentiel, c'est que ces téléfilms de Noël, ils attirent les cibles commerciales et c'est ça le point important parce qu'une chaîne comme TF1, elle vit avec de la publicité, donc elle a besoin d'attirer ses cibles commerciales et habituellement, elle diffuse des téléfilms dans cette case-là, 2 téléfilms aussi, mais c'est ce que j'appelle des téléfilms, des thrillers un peu, des téléfilms avec des psychopathes, des tueurs en série. Oui, un peu Heu, pas très voilà, compatible c'est avec une brand safety, exactement, mmh. et surtout pas compatible avec Noël. C'est pour ça qu'on a droit aux téléfilms de Noël actuellement. Et ces téléfilms, ces thrillers, ils attirent moins les cibles commerciales aujourd'hui. Parce que TF1, je crois, dans mes souvenirs, ça doit faire depuis 2017 qu'ils diffusent 2 téléfilms comme ça d'affilée. Alors que les téléfilms de Noël, eux, eh bien, vous pouvez y aller. La femme de moins de 50 ans, c'est un peu subjectif peut-être de dire ça comme ça, mais ça s'appelle comme ça auprès de Médiamétrie, les FRDA, les femmes responsables Des des achats? achats de moins de 50 ans. Et les 25-49 ans, ce qu'on appelle les moins de 50 ans au niveau de la cible, ils sont assez friands de ces téléfilms Mmh. de Noël par rapport aux téléfilms, aux thrillers qu'on voit habituellement. Donc c'est ça qui incite aussi les chaînes en France à user, à abuser de ce genre pendant la période de Noël. Et même, on pourra en parler aussi, je vais vous laisser parler quand même, mais ils le diffusent de plus en plus tôt. Ouais, Désormais, le téléfilm de complètement. Noël, il arrive aux alentours du 15 octobre, hein. Il faut savoir qu'avant, le téléfilm de Ouais. Noël, c'était juste pour les vacances de Noël. Ouais, c'est un phénomène marketing effectivement qui est croissant, hein. Il y avait d'ailleurs un article, dans le journal Le Monde, hein, qui évoquait, cet effet de plus en plus anticipé en fait, hein, des festivités, que ce soit, dans la publicité, dans les médias et dans la culture aussi. Effectivement, l'exemple de TF1 est très intéressant. Moi, je pense également aux fictions, plutôt, d'ordre de cinéma, hein, à Harry Potter aussi qui est un feuilleton qui est diffusé tous les ans autour de décembre à un rythme hebdomadaire. Là, il y a eu, voilà, dès le mois d'octobre, novembre, la saga qui est revenue C'est vrai. sur petit écran. Qu'est-ce que Et ça a très bien marché, ça a très bien marché, exactement, ouais, alors que c'était un la classique. énième rediffusion. Et qu'est-ce que révèle selon vous, qu'est-ce que ça révèle en tout cas sur les attentes des téléspectateurs en période de fête, cette grille des programmes-là, plus familiale et prévisible, hein, parce que si on se penche un petit peu sur le genre du téléfilm de Noël, on n'est pas sur des scénarios surprises. Il faut du feel good de toute façon, hein, c'est, que ce soit des films ou des téléfilms de Noël, la programmation, en cette période, elle change totalement. C'est rare de voir, vous n'allez pas voir sur TF1, en prime time, le film Seven, par exemple, de cette période de Noël. C'est pas possible. Donc vous l'avez cité, il y a Harry Potter et puis il y a une autre madeleine qui va revenir, très rapidement et que tout le monde attend chaque année alors qu'on connaît le film par cœur, c'est Maman, j'ai raté l'avion, Ouais, Maman, j'ai encore raté l'avion. les Ça, grands c'est une classiques. véritable Mmh. madeleine et en plus, à l'inverse d'Harry Potter où c'est un univers familial, mais c'est pas vraiment un univers 100% Noël, on est d'accord. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment du pur Noël. Tout à Donc fait. ce que ça révèle, c'est qu'on a vraiment une attente, le public a une attente, à ce niveau-là, de pouvoir regarder les films en famille, parce que de toute façon, on va pas se voiler la face, hein, il fait nuit assez tôt, il fait froid, on a envie, d'être, je vais schématiser un peu ce qui se passe dans une fiction de Noël, en fait. On a envie d'être au coin du feu avec son plaid, sa petite tasse, de thé, son mug de thé et à regarder, Ouais. des histoires, avec des beaux sapins, des illuminations, On peut voir dans les types de Noël, les couleurs sont chaudes, chatoyantes, vraiment C'est le c'est réconfort absolu, quoi. mais exactement, Mmh. c'est du réconfort et c'est vraiment feel good. Mmh. Parce que vous avez des téléfilms de Noël qui sont faits vraiment pour la famille et ça, c'est au niveau de la programmation, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Vous avez pour qui réunissent toute la famille, enfants et parents. Donc là, ça va être un peu drôle aussi, on voit des enfants dans les téléfilms, c'est vraiment un téléfilm familial. Puis vous avez d'autres
qui sont diffusés justement sur TF1 actuellement l'après-midi, qui sont destinés plutôt aux jeunes adultes et aux femmes de moins de 50 ans, où ça va être de la romance pure, où vous n'allez pas obligatoirement avoir des enfants au milieu de tout ça dans l'intrigue. C'est de la romance, c'est de l'amour, mais ils vont avoir quand même leur petit bonnet de Noël, ils vont rencontrer le Père Noël, ils vont traverser des rues enneigées avec de beaux sapins, etc. Donc c'est un réconfort. Tout ça, ça rappelle des madeleines d'enfance malgré tout. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein. Noël, c'est l'enfance. Et on est tous des grands enfants le soir de Noël et pendant les vacances de Noël. C'est ça, et ce côté prévisible, hein, dont on parlait aussi, joue sur ce rôle un petit peu doudou que peuvent avoir certains programmes qu'on connaît par cœur et qu'on a aussi habitude de voir ou revoir à cette période de l'année. Je voulais aussi parler un petit peu de la diffusion de ces programmes-là, parce qu'effectivement, les téléfilms sont très, très présents sur les chaînes de télé linéaires, mais le streaming et la VOD occupent une place croissante dans les habitudes de consommation média. Selon vous, est-ce que les plateformes de streaming, les géants que sont Netflix, Prime Video ou Canal, les plateformes aujourd'hui de replay et de streaming, est-ce qu'elles complètent vraiment l'offre ou sont-elles des concurrentes directes à la bonne vieille télé linéaire? Non, je pense que c'est un complément. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les téléfilms sur les chaînes, toute la télé a comptabilisé il n'y a pas très longtemps dans un de ses articles le nombre de téléfilms Mhm. diffusés par semaine sur les chaînes TNT seulement, hein, Ouais. donc les 26 chaînes disponibles, il y en a 71 par semaine. C'est Ah énorme. oui. Vous allez sur Netflix, vous en avez, je parle en inédit, là, vous allez en avoir 2, 3, Ouais. 4, et vous allez pouvoir avoir d'autres, bien évidemment, à la carte. Mm. Mais ça complète parce que même si les ingrédients sont les mêmes, hein, on ne va pas se voiler la face, hein. De toute façon, on ne va pas changer quelque chose qui marche, hein. Donc, et puis Noël, ça reste Noël. On ne va pas mettre le lapin de Pâques au milieu des intrigues, c'est pas possible. Donc, Netflix va plus s'appuyer potentiellement sur une personnalité, vous voyez, pour incarner l'esprit de Noël, pour incarner la fiction de Noël. D'accord. J'ai pas d'exemple honnêtement en tête à cet instant T, mais c'est plus ça. Ils vont miser sur deux cartouches dont ils vont faire la promotion. Et Tout à même fait. si certaines de ces cartouches auront plus un esprit film de Noël, vont peut-être être plus proches d'un Maman, j'ai raté l'avion qu'une fiction avec moins de budget. De toute façon, pas se leurrer, hein. Une fiction de Noël qu'on voit sur TF1 et qui sont signées Hallmark ou Lifetime, elles ont des budgets, mais c'est pas un budget de film. Oui, bien sûr, et ça reste très rentable au vu derrière des téléspectateurs que ça fédère et également des campagnes publicitaires qui accompagnent ces programmes, voire même qui sont inclus peut-être dans les nouvelles productions sous forme de placement de produits, sponsoring. En parlant de saga un petit peu, voilà, Netflix, dans les dernières années, j'ai regardé le tout premier format de Noël que proposait Netflix en production originale, c'était en 2017, et on peut citer deux exemples un petit peu qui ont eu un grand succès. C'est Christmas Prince, qui a été décliné en trois sagas, on va dire. On suit donc ce couple qui va avoir aussi un esprit de royauté. Voilà, lui est un prince, elle est une citadine. Voilà, ce côté un petit peu dichotomique des personnages qui n'ont rien à voir, mais qui vont vivre une romance. Et puis Princesse de Chicago aussi, qui reprend du coup une actrice très pour le coup appréciée d'une génération qui serait la mienne, qui est les millennials ou les générations Z qui ont eu des grands frères, grandes sœurs. C'est Vanessa Hudgens qui était dans High School Musical, donc une production de Disney, que moi-même j'ai découvert au mois de décembre en 2008 sur M6. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu un premier point d'entrée vers la saga High School Musical. Et donc c'est un très bon choix de casting de la part de Netflix, puisque Vanessa Hudgens a pu jouer en fait deux rôles pour le prix d'un. Elle joue du coup un personnage qui est un sosie, et ça a fonctionné. En tout cas, on continue de le voir en tête des catalogues Netflix. Est-ce que de votre côté, Jérôme, vous avez d'autres exemples de programmes sortis peut-être cette année ou récemment qui ont déjà une forme de succès, que ce soit justement sur les chaînes télé linéaires ou plutôt sur les plateformes de streaming? Alors c'est difficile pour le coup parce que les audiences des téléfilms de Noël, qu'ils soient inédits ou en rediffusion, très honnêtement, dans les cases où ils sont programmés, ils font à peu près la même audience. C'est vraiment le Mm. créneau horaire qui va jouer. Donc vous dire que il y a ce X téléfilm qui a super bien marché, non, parce qu'il va faire la même audience que le téléfilm Y.
Par contre, on peut noter que lorsque et c'est un peu ce que vous disiez à l'instant Mmh. avec les téléfilms, les films de Netflix, on peut noter que lorsqu'il y a un visage connu, Ouais, une comme incarnation, une madeleine, hein, mmh. voilà, exactement. Moi, je pense, par exemple, vous avez parlé des millennials. Moi, ma génération, c'est un peu la génération de La Fête à la maison et il y a Candace, Cameron, qui joue dans beaucoup de téléfilms de Noël. Effectivement, ça apporte une plus-value, une valeur ajoutée. Je pense aussi, aux fans, des frères Scott, Chad Michael Murray, Ouais. il joue assez dans ce genre, de Mmh. téléfilm. Donc effectivement, la chaîne, lors des bandes annonces, parce elle promote quand même pas mal les téléfilms de Noël, elle va mettre en avant Chad Michael Murray, il y a aussi, sa comparse Hilary Burton, qui jouait, je crois dans Les Frères Scott également. Et puis vous en avez un autre, qui apparaît souvent, c'est celui, qui incarnait, Lois et Clark, Dean Cain. Mmh. Oui. Lui aussi, il joue dans les téléfilms de Noël. Mais on pense ceux qui sont fans des téléfilms de Noël pensent à une seule actrice que peu de monde connaissent si ils ne regardent pas les téléfilms de Noël, c'est, Lacey Chabert. C'est la reine Mmh. des fictions de Noël. Tout simplement, elle s'appelle comme ça. Vous savez, il y a la reine de Noël, c'est Ouais, Mariah Carey c'est avec, ça. son titre, emblématique. Et bah, Lacey Chabert, c'est, la reine des fictions de Noël et elle joue pour Hallmark, je crois. C'est uniquement les productions Hallmark et il faut savoir Ah que oui, cette actrice, effectivement, je viens de la googler et son visage est partout. Ouais, elle a joué dans exactement, elle Mean ressemble, Girls. Ouais, ouais, ouais. un peu à Jennifer Love Hewitt, je dirais, vous Oui, voyez, dans c'est Ghost vrai. Whisperer. Oui, tout à fait. Et les États-Unis vont encore beaucoup plus loin que nous, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, ce Mmh. genre, pour mettre en avant ce genre de fiction. Et Lacey Chabert, elle incarne tellement le téléfilm de Noël que, dans mes souvenirs, elle a une boutique dédiée, sur Hallmark. C'est-à-dire, vous pouvez acheter la boule de Noël, créée par Lacey Chabert, les assiettes, mais vous pouvez faire un dîner jusqu'au sapin, jusqu'à la décoration avec les produits de Lacey. Voilà, c'est quand même énorme. Ce que Ouais, nous, on n'a pas ça, parce que d'ailleurs, oui, on parle que des téléfilms américains ou canadiens, parce que nous, en France, on n'en fait pas, c'est hein. vrai, c'est vrai. Ou alors ce sera plutôt des comédies familiales, voilà, qui sont un petit peu, burlesques ou qui sont dans un ton très humoristique, enfin la comédie à la française. Comme Panique dans le grand magasin ou des Ouais, choses comme ça qui vont exactement. passer, prochainement. Ou Le Père Noël est une ordure. Bon, ça c'est Oui, encore un vieux classique qu'on a l'habitude de voir sur nos grilles de programme de fin d'année. Je voulais faire un petit quiz, Jérôme. Est-ce que vous avez une idée, si on parle de streaming et de plateformes, sur laquelle des plateformes est-ce qu'on a le plus grand nombre de films de Noël en France, selon vous? à choisir entre Netflix, Prime Ouais, Video, et Disney+, par exemple. c'est ça, ouais. C'est à peu près ça le Bah, trio. je pense pas que ce soit Netflix, hein. Je sais pas laquelle ça pourrait être, mais je sais pas si c'est Netflix, honnêtement. C'est pas Netflix, effectivement, c'est plutôt Prime Video qui dispose du coup de 37% de l'offre des films de Noël. Voilà, c'est une information qui est intéressante. Alors après, le format de Prime Video est assez hybride puisque parfois il faut être abonné à un supplément type HBO ou enfin louer le film en question. Le catalogue de Prime peut être un petit peu particulier sur l'accessibilité des films. Netflix arrive deuxième avec 29% de contenu de ce genre, hein. Ça, c'est des chiffres qui viennent de notre confrère 20 minutes qui a fait un article sur le sujet en 2024. Disney Plus est quant à lui à 16% de programmes de films de Noël. Canal Plus 15,4%. Et donc après, en bas de classement, on a plutôt Apple TV, mais qui est encore assez niche en France, qui a moins de 2% de films de Noël, et Max qui a 0,6%, donc une très petite part du catalogue. Mais effectivement, ouais, Prime Video poursuit sa croissance en termes d'offres et de catalogue. Mais c'est sûr que la question voilà, de diffusion de ces films qui sont des vraies madeleines de Proust est cruciale. Et puis il y a quand même pas mal d'actualités justement autour de ça en ce moment pour les droits de diffusion. Oui, oui, c'est crucial, vous venez de le dire, mais ça reste je relativise quand même Ouais. tout ça en France parce que ça reste limité à des cases horaires Mm. qui sont peu exposées malgré tout, hein, même si ça cartonne. Vous avez une case horaire sur TMC le dimanche après-midi qui cartonne, hein. Ça fait parfois plus que France 3, le téléfilm de Noël de TMC à 15h30. Mais chez nous, vous ne voyez pas de téléfilm de Noël en dehors des chaînes TNT vers RMC Life ou Mm. Gulli.
Vous voyez pas des téléfilms de Noël sur les chaînes historiques en prime time. Ouais. TF1 l'avait tenté dans mes souvenirs il y a 2 3 ans, parce qu'il y avait une tête d'affiche, Terry Hatcher des Desperate Housewives. Oui, encore, Ça devait être coup de exactement, ça devait être c'était coup pas de avec son foudre, partenaire de Desperate Housewives d'ailleurs, l'acteur de James Mike. Denton, c'est Oui, possible. ouais, Oui, ils avaient oui, oui. refait un comeback, film de Noël, autour C'était un événement, de ce c'était un duo. événement. Mmh. Donc TF1 a considéré que c'était un événement et ils Mmh. l'ont basculé en prime time, Mmh. un lundi soir, je crois, et ça n'a pas fonctionné. D'accord. Donc c'est la preuve que, le téléfilm de Noël en France, il est quand même, dédié à un public, restreint malgré tout, hein, et ça ne marche pas en prime time alors qu'aux États-Unis, ça cartonne en prime time. Et à l'inverse, est-ce que, en replay, typiquement, est-ce que c'est un vecteur d'abonnement sur TF1+ ou est-ce que vous avez un peu des données sur ça? D'abonnement, je sais pas, mais en tout cas, je sais que, par exemple, M6 Mmh. et c'est toujours le cas, aujourd'hui, a créé une chaîne sur sa plateforme M6+, dédiée aux téléfilms de Noël. D'accord. Donc vous pouvez voir, H24 des téléfilms de Noël avec une collection sûrement d'une centaine de téléfilms en replay. Et je sais que ça marchait, très bien. C'est-à-dire Mmh. qu'en soirée, vous pouvez avoir, jusqu'à 100 000 personnes qui vont regarder la chaîne des téléfilms, de Noël, en replay, en gros. Voilà. Mais oui, les téléfilms de Noël, il y a une appétence malgré tout, mais ça reste limité. Et en termes de profil type, hein, parce qu'on parlait justement de ce public-là, qui est peut-être, niche en France, mais est-ce que vous avez, vous, identifié, des profils d'audience particuliers pour ces téléfilms en termes d'âge, genre, habitudes de consommation? Et est-ce que c'est intergénérationnel aussi? C'est une autre question, peut-être plus de l'ordre de la génération qui est attirée par ce type de film. Est-ce que vous avez un peu de données là-dessus? Alors je pense que ça traverse les générations puisque de Mmh. toute façon, sinon on n'aurait pas les téléfilms de Noël encore aujourd'hui Mmh. programmés, dans ces différentes cases horaires. Ça traverse les générations, je ne sais pas si ça va traverser, les générations, futures, celles qui arrivent Mmh. là, ceux qui vont, rentrer dans l'âge jeune adulte. Ouais. Heu, mais en tout cas, ça reste ce que je disais en tout début, d'interview, ça reste quand même, privilégié pour les moins de 50 ans Ouais. et un public féminin, malgré tout. Mmh. Il faut savoir que les hommes, c'est pas, des personnes qui sont accros aux téléfilms de Noël. Voilà, Mmh. le public, masculin. Et en termes d'évolution et d'adaptabilité du genre, à l'heure où voilà, on a les séries, les blockbusters au cinéma et sur les plateformes, SVOD, comment est-ce que ce format, de téléfilm de Noël doit évoluer pour rester justement pertinent, pour s'adapter à un nouvel usage, d'une génération, voilà, qui est beaucoup plus, sur TikTok ou sur des réseaux sociaux, où le phénomène de viralité peut aussi être accéléré, hein, quand on a un phénomène. Moi, je pense à plutôt cet été, la série L'été où je suis devenue jolie de Prime Video, qui a eu un vrai retentissement sur les réseaux sociaux. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, les producteurs de films de Noël doivent aussi penser aux réseaux sociaux, ou comment est-ce qu'ils peuvent renouveler un petit peu ce genre qui peut aussi être un peu perçu comme vieillissant ou conservateur dans l'approche, du fait que, voilà, on est souvent sur des valeurs très traditionnelles, de la famille mononucléaire, voilà, souvent, il y a souvent peu de diversité dans les castings aussi. Comment est-ce que ce format-là peut se renouveler et doit se renouveler? Alors déjà, on peut se demander si est-ce qu'on a envie que Noël se renouvelle, par exemple? Mmh. Est-ce que, il y a toujours un sapin? C'est ce qu'on disait au début, hein, il y a toujours le Père Ouais, Noël, donc dans les téléfilms de Noël, oui, au niveau histoire, c'est difficile de se renouveler. Par il y a contre, vous des l'avez dit, peut-être incontournables, c'est que sûr. voilà, il y a des incontournables et il y aura toujours de la romance malgré tout ou, des amusements, en Mmh. famille. Par contre, au niveau du casting, c'est peut-être là où ça va se jouer, même si, dans mes souvenirs, au niveau de la diversité, je crois qu'on a eu droit à des téléfilms par le passé ou récemment, Mmh. avec 2 papas, Oui, tout voilà. à fait, il y en avait un sur Heu, TF1 l'année dernière aussi. Mmh. voilà, c'est ça. Donc moi, je pense que c'est plus dans le casting, qu'il peut y avoir un renouvellement et puis avec les acteurs vieillissants, bien évidemment, hein. Un Mmh. Chad Michael Murray, il va pas jouer dans les téléfilms de Noël, dans 20 ans, certainement, ou va jouer le Père Noël peut-être. Mais bon, plus que dans l'histoire parce Ouais, qu'on va pas changer Noël, quoi. Enfin moi je vois pas comment on peut tout à changer fait. Noël aujourd'hui. Oui, 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 complètement. Moi, j'ai un bon exemple, je pense, de un peu de renouvellement du genre. Alors, même si on n'est pas sur un téléfilm, là, c'est un programme qui est sur Netflix. Donc, c'est une série qui s'appelle Home for Christmas, qui est donc un film
norvégien qui est un peu loin du téléfilm classique où on va deviner la fin, dès les premières minutes. Là, on est donc sur une fiction, norvégienne qui a vraiment réussi à mon sens à moderniser un peu le récit de Noël en venant y injecter, une vraie profondeur émotionnelle, de l'humour et un regard un peu plus réaliste, je dirais, sur, la question de la solitude ou la pression sociale aussi, des fêtes, puisqu'il est porté par une héroïne, imparfaite. C'est une trentenaire, qui est terriblement attachante, mais à laquelle on peut s'identifier puisque, ben, voilà, sa vie sentimentale n'est pas parfaite, sa famille, lui met quand même une pression, du couple et de la famille. Du coup, la série, elle a réussi à rassembler un public, large et à être plutôt acclamée, par la critique et d'ailleurs, son retour était, très attendu pour une saison 3 qui du coup démarre là, le jour où on se parle, donc ce 12 décembre 2025 avec encore plus de continuité, narrative. L'héroïne maintenant a 35 ans parce que la saison 1 est sortie en plein Covid, donc en 2020, où la question un peu voilà, de la solitude, du fait d'être loin de ses proches, etc., était aussi au centre un peu des discussions. Et là, j'ai pas vu la saison 3. En tout cas, j'ai hâte de voir comment la fiction va évoluer, avec un peu une volonté aussi d'aller au-delà des clichés, tout en gardant ce dont on parlait au début, hein, c'est-à-dire le réconfort, la chaleur aussi qu'on attend un peu des histoires de Noël. Peut-être un renouvellement dans les titres aussi, parce que quand on Ouais. voit les titres des téléfilms de Noël, ils sont quand même pas non plus très recherchés, hein. Il suffit de regarder Oui. les programmes télé, je pense qu'on doit avoir, genre L'étincelle de Noël, Meilleurs vœux à Noël, Noël tout en douceur, Mon amour de Noël, enfin, Oui, c'est ça. Le catalogue, peut avoir un peu sensation d'être un disque rayé, c'est ça. mais bon, les gens continuent d'aller vers ces formats-là, et justement, on vient de parler de ce qui fait, la force de ces récits, hein, leur structure, leurs émotions, la capacité aussi à rassembler, à travers le temps et les générations et j'aimerais, un instant élargir notre discussion parce qu'on va approcher de la fin de notre entretien, hem, et parler, au-delà du cinéma, des campagnes qu'on peut aussi voir à cette période des fêtes de Noël. On parlait voilà de l'enjeu marketing hein, que sont les films de Noël en cette période de l'année. Les marques et les annonceurs essayent aussi d'appliquer du storytelling à leur campagne et à rentrer dans cet esprit de fête, cet esprit feel good où il y a un vrai message, une vraie histoire. Et cette année, c'est la campagne de Noël d'Intermarché qui fait le buzz cette semaine. C'est donc une publicité de 2 minutes 40 à peu près qui va raconter l'histoire d'un loup solitaire qui apprend à cuisiner des légumes pour se faire des amis dans la forêt puisque voilà, tous les autres animaux ont peur de lui. Et donc à travers ce conte qui est raconté à un petit enfant en live action au début, on plonge ensuite dans tout un univers animé fait par un studio de création voilà, français. Et donc ce format-là a explosé sur les réseaux sociaux. C'est une pub qui est présentée comme un conte pour enfants et qui a touché au-delà du public français, même à l'international. D'après vous, pourquoi ces récits, même publicitaires de Noël, parviennent comme les films, à créer un tel engouement, un tel effet de buzz sur les réseaux? Alors là, le film publicitaire dont vous parlez, il est déjà, vous l'avez dit, hein, il dure 2 minutes 30, Mm. donc c'est énorme. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un spot publicitaire, on peut Mm. appeler ça un conte, une histoire. D'ailleurs, le groupe Mousquetaires, qui a Intermarché, donc, est très fort en storytelling pour leur publicité, hein, même au-delà de celle dont vous parlez. Mm. Sur l'année, ils font des campagnes assez longues, d'une minute peut-être, et il y a toujours de la belle musique, c'est toujours, il C'est y a des bien bons écrit. Mm. sentiments, voilà, des bonnes valeurs, c'est bien écrit. Ils font ça un peu comme un film, en fait, hein. C'est un petit film, un court métrage, hein, j'ai envie d'appeler ça. Au niveau, Mm. allez-y, répétez-moi votre question, là. Et justement, non, je voulais dire que aux États-Unis, c'est un format phare aussi, hein, la publicité Walmart, il y a des gens qui l'attendent en fait, et c'est rare que les gens soient dans l'expectative d'un format publicitaire. Et c'est juste pour souligner que voilà, la France a aussi su appliquer une recette qui marche et qui touche en fait un public très très large, au-delà des frontières. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bah, là, avec le spot dont vous avez parlé sur les mousquetaires Intermarché, c'est le cas, et je pense que, les mousquetaires vont peut-être faire un coup en diffusant, ce spot, le soir de Noël, parce qu'il faut Mm. savoir qu'un spot de 2 minutes 30, c'est très long et c'est très cher. Ça coûte très cher non pas à produire aussi, mais ça coûte très cher à être diffusé sur, une grande chaîne comme TF1, ou M6.
Donc ils peuvent quand même faire ce coup parce que je pense que ce spot va être diffusé quelque part autre que sur les réseaux sociaux qui font ce relais, qui font le relais du spot, effectivement. Tout à fait. À la fin de chaque épisode, Jérôme, on a un petit rituel, c'est de donner nos coups de cœur culture du moment, nos recommandations. Moi, je voulais commencer par une petite minute un peu auto-promo du groupe Ouest France, puisque comme vous savez, on a lancé Novo 19 en septembre, et la plateforme de replay de Novo 19 est aussi très riche de ses programmes. Vous avez pas mal de très bons films à venir là sur le mois de décembre, et aussi des films de famille. On a notamment Les Rebelles de la Forêt qui vont être diffusés, qui pour moi sont une Madeleine de Proust et qui me rappellent beaucoup mon enfance et qui font aussi un peu le pont avec ce personnage très attachant du loup dans le spot Intermarché. Donc là, on peut retrouver justement l'ensemble du catalogue de fêtes de fin d'année voilà, sur la plateforme Novo 19, appelée donc à regarder en famille ou sous le plaid, qui sont justement des sélections réconfortantes, adaptées à la saison. Donc je vous recommande d'aller regarder. Est-ce que vous, Jérôme, vous auriez une recommandation à nous faire, que ce soit un programme, une série que vous voulez recommander à nos auditeurs? Alors moi, ma recommandation, c'est une vraie Madeleine pour moi, la Madeleine de Proust, comme beaucoup de millions de Français qui l'attendent. Ça va arriver, je crois, mardi prochain, mardi 16 sur TF1 et le mardi suivant, c'est Maman, j'ai raté l'avion. J'en ai Ah, déjà parlé évidemment. dans le podcast. Mais honnêtement, Kevin McAllister, ses aventures avec les deux voyous et il est seul dans la maison, c'est une vraie Madeleine. Bien Et sûr. je sais que ça peut être gnangnan pour certains, barbative, etc. Mais non, non, enfin, on peut le regarder 100 fois le film maintenant, je Ouais, trouve. c'est génial. Et moi, l'un des petits rêves que j'ai, c'est de le voir en ciné-concert. Je pense que ça peut vraiment être génial avec l'ambiance musicale qu'il y a autour. Je sais qu'au Royaume-Uni, ils organisent des ciné-concerts autour de ce film-là. En France, il y en a aussi certains plutôt autour d'Harry Potter, Seigneur des Anneaux, en tout cas dans le Grand Ouest. Mais oui, je vous rejoins complètement, c'est un incontournable. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour tous ces éclairages passionnants. C'était Merci à vous. super de vous avoir pour ce premier format d'interview sur le podcast. Et merci à nos auditeurs, vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'À portée de clic. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Restez curieux et peut-être déjà un peu dans la magie de Noël. Très belle journée à tous. Merci.